Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire de Vendôme Talents, donc le deuxième de notre série de webinaires. Nous aurons un rendez-vous donc désormais mensuel. Le mois prochain, nous nous retrouverons avec Cyrielle Castelli pour parler des modifications et de la métamorphose en fait de tout ce qui se passe au niveau du recrutement. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureux aussi d'accueillir une personnalité inspirante qui est Lionel Mayer. Et ce que je disais aussi à Lionel quand nous étions en train de préparer en fait ce webinaire, c'est que je trouve que sa personnalité est particulièrement inspirante au sens propre du terme. C'est-à-dire que avec le travail que Lionel a pu faire au début des années 2000 aussi avec Éric Perret et donc la création de Luxury Attitude, c'est vrai que c'est des travaux qui ont profondément inspiré en fait notre notion de ce qui fait partie en fait d'une belle expérience client et de toute la combinaison en fait que nous devons faire entre la partie donc émotionnelle de tout cela et donc une expérience client qui soit marquante. Alors ce que je vais demander à Lionel, c'est tout d'abord peut-être de présenter un petit peu son parcours et un petit peu donc d'où il vient pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, Lionel. D'abord, bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir pour moi de passer cette heure avec vous et de parler de ce qui me passionne depuis maintenant plus de 25 ans, puisque j'ai commencé ma carrière en 97, fin 97, avec mon associé de l'époque, Éric Perret. Et c'est vrai que très vite, on a eu la chance d'évoluer un peu par opportunité dans l'univers du luxe et de l'hôtellerie de luxe. Et ce qui nous a frappé à l'époque, c'était que le luxe ne travaillait pas, de notre point de vue, suffisamment la dimension humaine, et que finalement, il y avait beaucoup de collaborateurs, en particulier dans l'hôtellerie, mais qu'on leur demandait pas nécessairement de rentrer en relation, de développer cette dimension humaine, et qu'on leur demandait surtout d'être focus sur la partie technique, protocolaire et les standards. Et nous sommes dit à l'époque qu'il fallait absolument travailler cette luxury attitude et notamment cette attitude tournée vers la relation client, vers la valeur ajoutée humaine. Et c'est pour ça que le sous-titre de Luxury Attitude était la dimension humaine du luxe. Et ça a été notre mission pendant une bonne quinzaine d'années, jusqu'en 2012-2017, date à laquelle on a vendu l'entreprise et qu'on a accompagné pendant des années. Entre-temps, on a écrit un livre éponyme qui s'appelait aussi Luxury Attitude. Et surtout, on a eu la chance d'évoluer dans cet univers, d'abord au sein du luxe hôtelier, qui a été un peu notre haute couture pendant des années, puisque forcément, travailler pour des grands palaces, c'était inspirant pour d'autres marques et d'autres secteurs. Suite à cette présence dans la très haute hôtellerie, on a travaillé dans l'hôtellerie 5 étoiles un petit peu plus classique, si je puis dire. Et cette visibilité hôtelière nous a permis de travailler ensuite pour le retail du luxe, notamment les marques de l'avenue Montaigne qui étaient voisines du Plaza Athénée. Et puis, donc, de fil en aiguille et au fil du temps, notre expérience, notre champ de compétences a intéressé des entreprises qui étaient de plus en plus premium et de moins en moins luxe, jusqu'à quelques années plus tard, nous permettre de travailler, y compris pour la grande distribution, puisque finalement, l'enjeu, quel que soit le secteur d'activité, et c'est ma conviction, c'est de se différencier, d'avoir un avantage concurrentiel, et pas simplement au niveau du prix, au niveau du service, au niveau de l'expérience. Et finalement, le plus bel élément dont dispose l'entreprise pour se différencier, au-delà de sa marque, au-delà de ses produits, au-delà de sa communication, c'est bien ses représentants, ses collaborateurs, et comment faire en sorte que justement, eux puissent faire la différence, créer de la valeur, se distinguer par rapport à la concurrence et surtout fidéliser les clients. Donc ça a été mon parcours pendant de très nombreuses années. Ça l'est encore aujourd'hui, puisque depuis que j'ai quitté Luxury Attitude, je suis redevenu un artisan, seul avec quelques consultants partenaires, à déployer mes convictions, toujours dans le domaine de l'hôtellerie de luxe, où j'ai encore de très nombreux clients, et notamment des clients très fidèles depuis de nombreuses années, mais également dans d'autres secteurs, que ce soit l'automobile, que ce soit même la santé récemment, beaucoup d'expériences aussi acquises dans tout ce qui était transport, notamment des partenariats d'accompagnement avec Air France ou des entreprises de ce. Donc voilà, une palette très très large,
Un fil conducteur, c'est l'humain, l'expérience et la création de valeur par l'humain pour l'humain, et puis des secteurs très différents, et surtout quelque chose qui moi me passionne et fait un petit peu le sel de mon métier, c'est sur ces sujets d'expérience. On est à la fois sur un sujet qui est stratégique, qui nous permet de rencontrer les dirigeants d'entreprise, d'être très proche de ces dirigeants, d'influer parfois leur stratégie. Et puis, dans le même temps, on travaille avec le terrain, le collaborateur, quelle que soit sa fonction, qui, au quotidien, vit la relation client. Donc, c'est cette globalité, finalement, de vision qui est passionnante, parce que c'est ce qui suppose cette transformation autour de l'expérience. Absolument, absolument. Et je pense que ça, c'est ce qui avait été aussi passionnant dans la préparation en fait de ce webinaire, c'était de voir effectivement que il y a une réelle conscience que voilà, qu'il n'y a pas seulement le secteur du luxe qui est touché par toute cette partie de cette relation donc riche en émotions. Et donc je pense que là nous allons avoir des questions très intéressantes qui vont venir. Et d'ailleurs je souhaite rappeler à notre audience que nous allons avoir donc désormais donc jusqu'à 11h jusqu'à midi et quart, excusez-moi, donc une séquence qui sera plus structurée sur le propos que nous voulions développer aujourd'hui, mais les dernières 15 minutes que vous aurez donc dans ce webinaire seront donc disponibles pour vos questions et donc les réponses de Lionel. Nous aurons donc cette séquence sur laquelle donc vous pourrez poser vos questions donc sur le chat de ce webinaire. Nous avons aussi récolté des questions auparavant donc de la communauté de Vendôme Talents. Et donc, Lionel se fera un plaisir d'y répondre donc en fin de webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions et à nous donner la possibilité de réagir à ce niveau-là. Et si je puis me permettre, à ce moment-là, on va devenir tout de suite très concret. C'est vrai qu'il y a dans ta vision, en tout cas des choses, il y a quelque chose qui est très marqué avec donc là où l'émotion devient le geste devient lien. Et donc, on peut se dire que voilà, c'est une très belle théorie, mais comment est-ce que cela peut s'opérer dans la pratique? Comment est-ce que l'on peut concrétiser justement ce geste qui devient lien? Et ce que je voulais te demander, comme je sais que dans la dernière partie de la préparation de ce webinaire, mais tu étais en mission dans un des plus beaux établissements de la planète, l'Eden Rock à Saint-Barth. Est-ce que tu peux m'expliquer justement comment dans un établissement de ce type-là, qui a peut-être aussi déjà des convictions très marquées, comment est-ce que tu peux justement apporter des éléments pour concrétiser donc cette philosophie que tu as mise en place? Alors effectivement, le mieux, c'est de partir d'un exemple. Alors là, on est dans le très très haut luxe, parce qu'on s'adresse à une clientèle internationale, principalement américaine, avec énormément de moyens. On est sur un hôtel qui a très peu de clés, 35 clés, qui a par ailleurs des activités connexes, notamment de location de villas avec service. Toujours est-il qu'on est vraiment dans l'ultra-luxe. Mais ce qui est intéressant d'abord, c'est que c'est une collaboration de longue date. J'ai commencé à travailler avec eux il y a une dizaine d'années, et depuis, je retourne régulièrement plusieurs fois là-bas, avec différents types d'accompagnement. D'abord, un accompagnement au niveau du comité de direction, notamment un travail sur finalement la plateforme d'expérience, comment à partir d'une plateforme de marque, une identité de marque, on traduit cette identité de marque dans une expérience distinctive que l'on va cultiver au fil des temps. Donc ça, c'est le premier niveau. Ensuite, j'accompagne les équipes à l'intersaison, puisque les saisons sont longues là-bas, ça dure 10 mois, mais il y a toujours 1 mois et demi de fermeture, et 15 jours avant la reprise, les équipes sont réunies et on fait des actions de formation, et notamment auprès des nouveaux, parce qu'il y a des renouvellements importants de collaborateurs dans les établissements saisonniers. Et là, le but, c'est de rappeler justement ce qui anime un collaborateur au sein de l'Eden Rock, et cette notion d'expérience propre à l'Eden Rock, avec une double identité à l'Eden Rock, à la fois le mot Eden qui implique un peu cette vision un peu idyllique du paradis, et puis de l'autre côté le côté rock, R-O-C-K, donc le côté un petit peu transgressif, un petit peu plus débridé. Donc c'est cette dualité d'identité qu'on va travailler aussi en matière d'expérience. Ça veut dire que les collaborateurs, on va les inviter à oser, on va les inviter à être très naturels dans leurs relations. Ça ne veut pas dire qu'on respecte pas un cadre, mais ça veut dire qu'on va recruter aussi des personnalités, et on va leur demander d'assumer ces personnalités, peut-être plus que dans d'autres établissements. Et c'est comme ça qu'on va avoir à la fois un service qui va être très abouti,
ça va être le côté Eden, mais on va avoir un service qui parfois va surprendre, va étonner, avec des personnalités qui sont un petit peu plus rock, et on va leur demander, tout en restant dans quelque chose de tout à fait maîtrisé, justement de doser un petit peu plus peut-être qu'ailleurs. Et donc ça, c'est toute la philosophie qu'on va partager avec eux, service par service, à l'intersaison. Et ensuite, là, je reviens d'une douzaine de jours passés à leur côté. Là, on est plutôt sur le côté très, très opérationnel après la formation, du coaching ou du mentoring. L'idée étant de vivre, et j'ai cette chance que beaucoup m'envient, de vivre l'expérience client dans les moindres détails, en situation d'observation et en situation client, pour pouvoir ensuite restituer au management, mais également aux équipes, à la fois les points forts en matière de vécu client, notamment justement où a été l'impact émotionnel, quels sont ces impacts émotionnels qui sont acquis et que j'ai pu ressentir chez moi et en observant les clients autour de moi, mais également quels sont les axes de progrès et les conseils. Alors, à partir de ce moment-là, c'est de différents ordres. D'abord, c'est d'observer le comportement du client qui vit l'expérience et d'être très attentif à ce que l'on perçoit de son ressenti. Et est-ce que ce ressenti est en phase avec ce qu'on avait imaginé dans l'expérience, dans la plateforme d'expérience. Ensuite, on observe également les collaborateurs, comment ils interagissent, comment justement ils donnent une carte, comment ils accompagnent un client, par exemple, à une table, ou à un transat si c'est sur la plage, ou à une chambre si c'est dans le cadre de son arrivée. Et à partir de ce moment-là, on va essayer de voir quels sont, au-delà du respect des standards, qui est moi pas mon œil principal. Moi, je suis pas là pour contrôler ce que d'autres contrôlent. Je suis plutôt en train de me demander, est-ce que le comment du standard a permis d'atteindre le résultat qu'on souhaitait. Parce que parfois, surtout dans le luxe, on met des standards en place, on vérifie si les standards sont là, mais on ne vérifie pas l'impact. Et moi, mon travail, ça va être de se dire, est-ce que la façon dont le standard a été porté, la façon dont la séquence de service a été réalisée, a eu l'impact émotionnel qu'on souhaitait, pardon. Et puis le troisième niveau, c'est la place du management dans un briefing, dans un service. Est-ce que le management donne du sens? Est-ce qu'il est inspirant? Est-ce que sa présence est générateur d'énergie positive? Ou est-ce que parfois, et on le constate malheureusement, la présence du management génère une énergie négative qui va être peu propice à l'émotion client? Donc voilà, beaucoup d'observations et de restitutions individuelles et collectives pour justement s'assurer que on a une marque d'un côté, plateforme de marque, une plateforme d'expérience, voilà ce qu'on a envie de faire vivre. Est-ce qu'on fait vivre cette expérience dans la réalité du terrain, du point de vue du client, du point de vue du manager, du point de vue du collaborateur? Et j'aimerais juste peut-être, si on en a le temps, illustrer un exemple d'accompagnement notamment des hôtesses qui se trouvent au restaurant. Et c'est vrai qu'il y a eu un renouvellement cette année important du personnel d'hôtesse à l'Eden Rock. Et beaucoup avaient déjà travaillé dans ces fonctions-là dans d'autres établissements, et ces personnes-là sont venues avec leurs habitudes, confortées en plus par le discours managérial, et à savoir notamment au petit déjeuner, la consigne qu'on a partout, c'est d'identifier quels sont les clients présents, et on a une liste devant les yeux avec des numéros de chambre, et on s'assure, et des noms, et on s'assure que les personnes sont venues au petit déjeuner, ce qui nous garantit une visibilité sur le service, et puis les moyens de facturer quand il s'agit de facturer. Et c'est vrai que typiquement, la consigne, c'est d'identifier le client et de demander son numéro de chambre. Ouais. Alors qu'en fait, l'objectif, c'est d'identifier le client, le reconnaître, offrir un service personnalisé, et dans un second temps, peut-être sur une liste, noter que le client a été là. Mais le comment est plus important que le quoi. Le quoi, c'est d'identifier le client et connaître son numéro de chambre. Le comment, c'est comment le faire sans lui demander. Et en évitant que la première question qu'on pose quand le client arrive, c'est « Bonjour monsieur, quel est votre numéro de chambre ?» Parce qu'on est complètement en décalage avec la philosophie et l'âme même de l'hôtel. Et là, je parle de l'Eden Rock, mais c'est partout pareil, et surtout quand on est dans le luxe. Et ce qui est d'autant plus vrai à l'Eden Rock, c'est que les chambres ont un numéro administratif, un peu comme une adresse, la 324 à l'Eden Rock, mais elles ont surtout un nom. Et donc, moi, j'étais dans la chambre Pélican, et il est clair que dans ma tête, je préfère être dans la chambre Pélican, et c'est ce que j'ai mémorisé, plus que la chambre 203. Et donc, quand à un moment donné, un collaborateur me demande dans quelle chambre je suis, déjà, potentiellement, un pas de retrait parce que je n'ai pas été identifié. Deuxièmement,
je connais même pas le numéro de chambre, puisque pour moi, je suis dans la chambre Pélican. Donc tout ça pour vous dire que ça paraît évident, ça paraît simple. On se dit, mais comment ces choses n'ont pas été transmises? Ben, malheureusement, le management parfois pense avoir été clair, pense avoir été transmis les choses. Parfois, il y a eu des injonctions contradictoires, à savoir accueillir le client, soyez chaleureux, mais en même temps, obtenez son numéro de chambre. Et donc, à un moment donné, la question, c'est comment je réconcilie tout ça et comment je fais que le collaborateur comprenne que sa mission, c'est d'abord d'avoir un accueil chaleureux. Et notamment quand on poursuit la séquence dont je viens de parler, d'expliquer qu'on ne demande jamais à un client de nous suivre à la table. Suivez-moi, je vous accompagne à votre table. Le client n'a pas envie de suivre. Le client a envie d'être accompagné. Et si j'accompagne, alors je ne suis pas 10 mètres devant lui, je suis à côté de lui et j'entretiens de la relation, je discute. Et là, on comprend qu'à un moment donné, il y a ce que je fais et les effets que je produis. Il y a mes actes et mon impact. Il y a mes standards et il y a l'effet émotionnel, le ressenti que je crée chez le client. Et moi, c'est mon travail de vraiment accompagner toute une organisation pour que, au-delà des actes, on soit focus sur l'impact et que cet impact soit conforme avec l'expérience que l'on souhaite délivrer, cette fameuse plateforme expérience qui est elle-même en lien avec l'identité distinctive de la marque. Bien sûr, et donc en fait, je me rappelle que pendant la préparation en fait de ce webinaire, tu m'avais dit que très souvent en fait l'émotion apparaît au moment où on arrive à faire que le standard lui disparaisse. C'est-à-dire que le standard, même quelquefois, tu me le disais. Contrecarrer en fait la possible émotion que l'on pouvait créer chez le client, et que c'était très certainement avec les clients habitués que nous avions en fait les relations qui étaient les plus proches des émotions, puisque plus vraies, moins formatées par le standard. Néanmoins, comme tu le disais aussi précédemment, le standard doit exister pour créer un cadre dans tout cela. Donc toi, ton travail, c'est de faire en sorte que le standards disparaissent derrière cette philosophie du comment et des impacts que celui-ci doit pouvoir provoquer. Alors, effectivement, le standard est nécessaire. Ça fixe un cadre. On n'est pas en freestyle, et surtout dans le luxe, mais d'ailleurs, dans aucune entreprise, on peut se permettre d'être en freestyle. Simplement, premier constat, le standard devient secondaire face à un client fidèle. Pourquoi? Parce que finalement, on est déjà à l'abri d'un client mystère. Puisque si ce client est fidèle, il n'est pas mystère. Donc, à un moment donné, je risque pas gros à abandonner peut-être un élément de standard au profit de la relation. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le standard, il est appliqué parce qu'il doit être appliqué. Il n'est pas forcément appliqué avec conviction, et il est appliqué parfois avec peur. Peur de ne pas le faire parce que repris par un manager, parce que repris ou par la patrouille des clients mystères. Donc en fait, la motivation à appliquer un standard, malheureusement, très souvent n'est pas positive. Et donc tout le travail, ça va être de donner du sens au standard, d'expliquer non pas quel est le standard, mais comment je dois le mettre en pratique pour justement que le standard soit respecté, mais que l'impact soit l'impact souhaité, soit un impact positif. Donc après, je pense qu'il y a aussi là, derrière la notion de standard, une vision notamment du luxe, et ensuite qui a été reprise, c'est qu'en fait, on a dans le luxe une vision parfois un peu bourgeoise du service, où finalement, et même en lien avec une certaine forme de noblesse du service au sens propre, c'est-à-dire le service dans les cours, où finalement, tout est protocole. Et donc, en fait, on déploie un protocole. Sauf que le protocole est un peu antinomique avec les attentes beaucoup plus modernes des clients et d'une grande partie de la clientèle, notamment une clientèle qui s'est rajeunie, une clientèle qui accède au luxe, qui est peut-être elle-même moins traditionnelle dans sa vision du luxe et qui va vouloir un luxe peut-être moins noble, au sens où je viens de l'expliquer, moins bourgeois, mais plus un luxe un peu lifestyle et une relation un petit peu lifestyle. Donc, il y a là aussi une vraie réflexion sur, au-delà du standard, quelle est la vision que l'on a du service et du protocole et comment finalement prendre aussi parfois quelques distances avec un protocole devenu un petit peu froid, un petit peu classique, un petit peu obsolète. Mais le fin mot de l'histoire, c'est que il faut vraiment en avoir conscience.
quand on applique un protocole et quand on applique des standards, en fait, ce que le collaborateur a dans la tête, c'est une checklist mentale. Et il coche des cases. On le voit très, très clairement dans l'hôtellerie. Par exemple, lorsqu'on fait un check-in en chambre et qu'on a une douzaine de points à expliquer dans la chambre. Et donc, en fait, je les élimine les uns après les autres. Je fais les choses les uns après les autres. Et donc, à un moment donné, c'est là que ça devient catastrophique. Maintenant, les plus compétents sont ceux qui intègrent parfaitement les standards, savent par ailleurs qu'en fonction des circonstances, ils peuvent prendre parfois quelques distances avec certains standards qui ne sont pas appropriés à l'instant présent. Et en fait, on va se retrouver dans la situation un peu d'un artiste ou d'un danseur qui applique des techniques, qui applique son texte, qui applique des consignes, mais qui les interprète au sens interprétation, non pas c'est juste ou c'est pas juste, mais interprétation dans l'incarnation finalement des standards. Ils jouent avec leur sensibilité, le rôle qui leur est demandé, mais ils le font avec sincérité. Et donc là, c'est quelque chose d'assez difficile à faire, mais c'est ce vers quoi on doit tendre. Et en même temps, j'en aurai fini après, le rôle du management, c'est toujours rappeler les standards, parce qu'à un moment donné, ils s'oublient. Donc, rappeler les standards en donnant du sens et en mettant toujours en perspective le comment autant que le quoi. Voilà un peu l'expérience et ce que je pense de ces fameux standards. Absolument. Et tu as abordé un point très intéressant sur lequel j'aimerais aussi rebondir assez rapidement sur effectivement la diversification de la clientèle sur ces dernières années. Et ça, c'est des choses que nous voyons beaucoup aussi chez Vendôme Talents avec nos collaborations avec les différents types d'expériences luxe désormais disponibles sur le marché. Tu parlais d'expériences plus lifestyle, d'expériences plus classiques, etc. La seule chose, c'est qu'effectivement, donc cette diversification, elle s'est opérée ces dernières décennies avec, par exemple, la digitalisation qui a amené en fait aussi une diversification de la manière en fait de créer de la richesse. Et donc, on se retrouve vraiment avec de nouvelles clientèles très fortunées qui ont des profils très, très divers. Est-ce que ces choses-là, par ton expérience avec les marques avec lesquelles tu collabores, est-ce que c'est quelque chose qui a dû faire évoluer assez drastiquement en fait le concept de standard, ou est-ce que en fait le standard est toujours pertinent par rapport à justement ce que tu disais, cette manière d'interpréter, d'incarner le standard dit à un moment T et dans un contexte qui donne toute la pertinence à ce standard. Alors, moi, ce que je constate, c'est que les standards, on prend les standards leading, ils sont mondiaux. Ils sont pour certains, ils intègrent pour certains les typologies de clients auxquels on s'adresse, et à la fois en termes de nationalité, en termes de génération, en termes de construction entre une famille, un individu, le business ou le privé. Mais globalement, ce sont les mêmes, ils sont déclinés au niveau mondial. Après, moi, ma conviction, c'est que là, on est plutôt sur un sujet d'expérience et de plateforme d'expérience de marque. C'est de se dire finalement quel style d'expérience je veux faire vivre. Et le grand danger, je pense, pour un hôtel, comme pour une marque, et pas uniquement dans le luxe, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Et donc, à un moment donné, il faut assumer un positionnement, il faut assumer un style de service, un style d'expérience, au risque de se priver d'une certaine clientèle, mais en prenant aussi le risque positif d'être adoré par d'autres. Et là, je rebondis sur quelque chose qui est une philosophie qui pour moi est très très importante et qui est déclinée et qui peut être déclinée tout secteur confondu et tout positionnement confondu. C'est finalement, est-ce qu'on veut être les meilleurs ou est-ce qu'on veut être les préférés? Et je pense que la logique d'expérience, c'est plutôt de se dire comment mon expérience va faire que certains clients, peut-être pas tous, vont me préférer à mes concurrents ou à d'autres expériences. Donc il y a cette notion de parti pris, et parti pris assumé. Et c'est pour ça que c'est très compliqué, dans un même établissement, de pouvoir plaire et d'avoir un service qui soit ciblé
vers une attente très classique du service et en même temps une attente très lifestyle. Alors, il y a des établissements qui ont eu cette vision. Je repense au Plaza Athénée qui, très très tôt, a créé des espaces avec des identités différentes, qui ciblaient des générations différentes, parce que finalement, ce qui était important pour eux, dès les années 2000, c'était pas d'avoir leurs clients historiques, qui eux continueraient à venir, mais plutôt de se dire, moi ce que je veux, c'est que leurs grands-enfants, enfants et grands-enfants, aient envie de venir. Et donc à partir de ce moment-là, je crée des espaces, je crée des atmosphères, je crée des lieux. Peut-être que les petits-enfants, dans un premier temps, viendront dans mon bar, ils n'auront peut-être pas envie d'aller dans mon restaurant gastronomique, et ils iront peut-être pas dans mon hôtel, mais une fois qu'ils auront été dans mon bar, qui sera plus adapté à leurs attentes, avec un service justement un petit peu plus lifestyle, alors je me donnerai une chance, au fur et à mesure de leur évolution personnelle, de les récupérer. Donc à un moment donné, tout ça, c'est aussi une question, je ne sais pas si je réponds complètement à la question, de stratégie. Après, je pense qu'il faut toujours une adaptation au client, mais il ne faut pas non plus se tromper. Je pense que le style de service, on doit le délivrer de façon constante et régulière, avec des fondements forts, une façon d'être forte qui va correspondre à 80% de l'expérience que je vais faire vivre au client. Et puis c'est ces 20 derniers pourcents où là, le talent individuel des collaborateurs va faire, cette intelligence situationnelle, relationnelle, va faire qu'on va adapter ces 20 derniers pourcents qui vont donner légitimement le sentiment aux clients que les choses ont été vraiment faites pour eux. Mais si j'abandonne les 80%, alors je perds aussi ce pourquoi le client est venu. Parce qu'il est venu pour ce style. Il est venu parce qu'on lui avait dit que c'était comme ça. Il est venu pour vivre quelque chose qu'on lui propose et dont il a entendu parler. Et il faut que ce quelque chose qu'on lui propose et dont il a entendu parler soit suffisamment adaptable à ce qu'il est, au moment qu'il a envie de vivre, mais dans des proportions qui sont, comme je le dis, de l'ordre de 80%, 20%. Voilà un petit peu ma réponse par rapport à ça. Et encore une fois, ce qui est important, c'est que ces sujets-là, c'est pas que le luxe. C'est quel que soit mon positionnement, dès lors que j'ai un modèle relationnel fort et un modèle humain fort, c'est quelle est la part qui doit être un peu sanctuarisée et quelle est la part qui doit être adaptable aux circonstances et à la personnalité à la fois du client et du collaborateur. Complètement. Et en plus, alors, pour nous, c'est tout à fait une philosophie que nous partageons, parce que même dans le contexte, je dirais donc du recrutement et dans le contexte des conseils aux talents qui cherchent aussi leur chemin de carrière, nous ne sommes pas du tout sur cette idée de one size fits all, où en fait donc n'importe quelle personnalité justement de talent va se sentir à l'aise dans n'importe quelle personnalité ou aussi personnalité, on peut vraiment le dire, personnalité de l'expérience en fait de certaines maisons. Nous avons plusieurs maisons qui justement, quand elles présentent leur expérience aux collaborateurs, utilisent des formats comme le format vidéo aussi pour pouvoir montrer donc leurs collaborateurs en action, avec donc une certaine attitude, un certain type quelquefois d'uniforme, de classicisme dans leurs expériences, ou alors au contraire quelque chose de très rock'n'roll. Tout cela avec le but en fait de pouvoir amener le collaborateur ou le futur collaborateur, la future collaboratrice à se poser la question, est-ce que cela me convient, ou est-ce qu'à ce moment-là je vais être en fait une version que je ne souhaite pas forcément être de moi-même. Tu soulignes quelque chose qui est pour moi excessivement important et qui est la limite du service un peu trop classique, conventionnel, protocolaire. C'est qu'en fait, et c'est un peu aussi celui qui est inculqué dans les écoles, notamment d'hôtellerie, c'est-à-dire que on a tendance, avec l'uniforme, avec les standards, à gommer la personnalité des gens. Et à vouloir les faire rentrer dans quelque chose qui correspond soi-disant à l'entreprise, mais qui correspond pas forcément à l'identité de la personne. Alors, il y a des collaborateurs qui sont prêts à ça, mais je crois surtout que c'est un modèle qui est passé. Parce que, y compris le client, aujourd'hui, ne souhaite pas avoir des clones. Il ne souhaite pas rentrer, quel que soit le niveau de l'établissement, de la marque, du secteur d'activité, dans une boutique, dans un restaurant, dans un avion, avec des personnes qui sont interchangeables et qui sont finalement des clones les uns des autres et d'un modèle qui est celui de l'entreprise. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, le serve as you are. Et donc, il faut impérativement que l'entreprise comprenne que, à la fois pour être dans l'authenticité du service, être dans la sincérité, la générosité de l'expérience vécue par le client et faire que le client se sente bien, il faut qu'il ait en face de lui des personnes qui elles-mêmes se sentent bien, qui elles-mêmes puissent exprimer
dans un cadre déterminé, leur propre personnalité et leur sensibilité. Et donc, ça, c'est quelque chose d'excessivement important. Et moi, je me souviens d'une époque où, travaillant pour un hôtel de luxe dans les années 2000, j'avais été quasiment boycotté parce que j'avais déjà à l'époque la barbe naissante et les cheveux un petit peu longs, et ça passait pas du tout. Mais parce que c'était une vision très, très figée. Aujourd'hui, on constate à quel point on a ouvert des brèches dans des standards qui étaient non négociables à l'époque. Et donc voilà, je dis pas qu'il faut forcément tout lâcher, mais je dis, si on empêche l'individu d'exprimer ce qu'il est et d'être aligné avec ce qu'il est dans le service et dans la relation, alors on court à l'échec. En termes de recrutement, en termes de motivation et d'épanouissement du collaborateur, et surtout, si c'est l'objectif poursuivi, en termes de qualité de l'expérience qu'on va délivrer aux clients. Absolument, absolument. Et après, bon, c'est vrai que de toute façon, de nos jours, on voit aussi des expériences peut-être très classiques au niveau de leur forme vestimentaire, et ça n'empêche pas après d'avoir des personnalités très rock'n'roll qui peuvent s'exprimer au travers de cela. Donc c'est vrai qu'il y a des barrières qui ont sauté complètement. Mais je pense que les styles de service, on peut être rock'n'roll, il y en a plein des styles de service. Et c'est vrai que pour autant, à un moment donné, c'est un peu comme si on faisait un casting pour un spectacle. Il faut qu'à un moment donné, ça matche avec le rôle qu'on va donner, et que finalement, l'un comme l'autre, on puisse se transposer dans la réalité du service. Est-ce que tu trouveras ta place? Est-ce que tu pourras incarner ce que l'hôtel a envie que tu incarnes, tout en étant toi-même? Voilà, donc c'est un vrai sujet, et c'est un vrai sujet de recrutement, mais ensuite c'est un sujet aussi de management, parce qu'on peut avoir fait cette promesse-là au moment du recrutement, et parce qu'un de mes managers opérationnels n'est pas complètement dans cette dynamique-là, on va se retrouver avec quelqu'un qui va finalement brider la personnalité de son collaborateur, alors qu'on lui avait vendu au contraire qu'il allait pouvoir exprimer des choses. Donc il peut y avoir parfois aussi des déceptions, et il faut absolument que le manager et le management comprennent que c'est une nouvelle façon de manager. Parce que c'est beaucoup plus facile de manager un standard. C'est, voilà, le Louis de Funès, on les aligne tous, ils sont bien habillés, ils font ce qu'on leur demande, et il n'y en a pas un qui sort du rang, et t'es pas là pour penser, t'es là pour faire ce qu'on te demande. Malheureusement, ça peut encore exister dans tous les secteurs et dans tous les endroits. Et je pense que ce type de management est toxique pour l'expérience client, pour les collaborateurs et même pour l'entreprise qu'ils représentent. Et malheureusement, on n'est pas encore complètement passé de l'autre côté, parce que, encore une fois, c'est plus simple de manager comme ça que de manager justement des talents à qui on donne un espace d'expression, un espace de liberté, parce que voilà, on court plus de risques que si tout est cadré. Complètement. Alors là, nous commençons à avoir des questions arrivées, donc on va avoir ces questions en tout cas dans le dernier quart d'heure avec grand plaisir, et merci encore à tous ceux qui sont en train de réagir. Et justement sur le côté de ce monde standardisé, et dans un sujet qu'on a abordé précédemment avec le côté de la digitalisation, mais cette fois on va l'aborder sous un autre angle. Ben c'est vrai que dans ce côté digitalisé, maintenant, on a l'impression que tout pourrait être organisé par des algorithmes. Et d'ailleurs, on a vu hier qu'avec cette panne d'un serveur qui permettait de faire fonctionner ChatGPT, beaucoup se sont retrouvés un petit peu pris au dépourvu, perdus, exactement, ont été perdus dans cette journée, parce qu'ils utilisent beaucoup ces outils-là. Donc, ce que j'aimerais bien voir dans ce contexte de monde très digitalisé, toi, tu parles très souvent du sur-mesure de l'instant. Pourquoi est-ce que ce sur-mesure de l'instant peut être, je dirais, encore plus important dans justement ce monde des algorithmes? Alors, la notion de sur-mesure de l'instant, c'est en opposition un petit peu avec le prêt-à-porter des fameux standards dont on a parlé. Oui. Hein, c'est qu'on est dans un cadre. Après, l'expérience, elle naît de ce que je vis à l'instant présent et ce que je ressens à l'instant présent. Et c'est donc une vraie culture qui suppose qu'il y ait une part d'adaptation, les fameux 20%.
dont je parlais tout à l'heure, qui fasse que l'expérience soit tout à fait ciblée. Alors, pourquoi c'est important? D'abord, moi, je pense que on peut faire des débats pendant des heures sur l'IA, on peut être inquiet. Moi, j'ai une conviction, c'est que l'IA et la robotique va forcément bouleverser tous les secteurs d'activité dans lesquels on travaille, soit en travaillant en back-office de façon cachée, soit de façon visible. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, les hôtels réfléchissent à des systèmes, ne serait-ce que d'aspirateurs ou de nettoyage de sol automatisés qui travaillent la nuit et qui sont capables de façon tout à fait fiable de faire le travail qu'aujourd'hui du personnel fait. Et donc, on pourrait se dire, c'est pas bien, mais ça va être la réalité. Et on sait aussi que il y a aujourd'hui la robotique équipée d'IA très puissantes qui sont capables de réaliser des tâches qu'on n'estimait pas capables d'être faites par des robots il y a encore quelques temps. Poser une couronne en 40 minutes quand un dentiste met 3 heures pour le faire. Donc on n'est vraiment pas loin de tout ça. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que déjà, il y a une grande différence entre le distanciel et le présentiel. Toutes les fonctions distancielles sont beaucoup plus fragilisées par l'arrivée de l'IA que les fonctions présentielles. Et notamment, toutes les communications via chat, email et compagnie, il y a de fortes chances qu'au fil des années à venir, elles soient gérées par des intelligences artificielles de plus en plus élaborées. On sait que la voix aussi est en train de devenir le sujet de compétences et d'expertise de l'IA. Alors, il va y avoir des labels et on va devoir déclarer si c'est de l'IA ou pas, mais on va surtout se rendre compte que parfois, outre le fait que la différence entre un humain et de l'IA est très très faible en perception, on a souvent une qualité de réponse et une immédiateté de réponse beaucoup plus grande. Moi, je travaille dans la relation client, notamment avec des centres de relations clients. Et à une époque, je travaillais pour EDF. Donc, on est loin du luxe, mais on est dans l'humain. Et Oui, notamment, EDF avait fait le choix d'avoir du personnel 100% basé en France par rapport à d'autres acteurs qui externalisaient. Toujours est-il que modèle clairement humain, valeur humaine très très forte. Mais il me racontait que il suffit qu'au journal de 20 heures, on parle de quelque chose lié à EDF, au tarif EDF. Dans les minutes qui suivent, ils ont des flux de centaines de milliers d'appels qui arrivent. Flux imprévus, ingérables. Ingérables dans la quantité, ingérables dans la réponse apportée, puisque le temps de former toutes nos équipes à la réponse adéquate à la question qui est posée suite au journal, et ben finalement, c'est terminé. Donc, on se rend bien compte que c'est aussi, même du point de vue du client, une solution qui, dans un certain nombre de cas, apporte plus d'efficacité, plus de fiabilité et autres. Donc, là encore, c'est inquiétant, mais c'est une réalité. Moi, ce que je crois, c'est que il faut continuer à défendre les modèles humains, dans le luxe ou ailleurs, mais travailler sur la valeur ajoutée humaine. Et cette valeur ajoutée humaine, c'est pas simplement l'intelligence humaine, parce que sur ce plan-là, l'IA surpasse très souvent nos collaborateurs. Et si on utilise autant ChatGPT, c'est que parfois on est convaincu que le résultat sera plus performant que si on le faisait nous-mêmes. Donc l'intelligence, c'est pas l'humain aujourd'hui. C'est ça qui est dramatique, peut-être, mais c'est une réalité. Par contre, la sensibilité, le regard, le sourire, la sincérité et parfois la maladresse de l'humain, l'inexactitude de quelque chose, ça va être touchant. Moi, voilà, je viens de passer 10 jours dans le service d'un hôtel à regarder. Et en fait, ce qui est fabuleux, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure. Ils font la même chose, mais ils s'adaptent. Ils font la même chose, mais avec leur personnalité. Ils se ressemblent pas. Ils sont authentiques, sincères, et on se lie d'affection. Alors, je sais que certains se lient d'affection avec ChatGPT, c'est encore une autre histoire. Là, ça relève peut-être de quelque chose qui nous dépasse. Mais moi, je pense que la valeur ajoutée humaine, elle doit réellement être dans l'humain, dans la relation, dans la sensibilité, et que de ce fait, on doit accepter et apprécier sa part d'imperfection que n'aura peut-être pas, dans une même situation, une IA qui apportera une réponse dite parfaite, mais dépourvue de cette sensibilité, de cette âme. Et donc voilà, moi c'est vraiment ma conviction. L'instant présent, la rencontre de personnes
avec la sensibilité humaine, c'est des regards qui se croisent, c'est des connexions qui s'opèrent, c'est quelque chose qu'on ressent de l'intérieur, un feeling. Et ça, finalement, c'est la richesse du modèle humain. Absolument, mais et en plus, là, tu me donnes l'occasion de rebondir sur quelque chose que je voulais de toute façon te poser aussi une question que je voulais te poser en fin d'entretien, puisqu'on se rapproche de cette phase de questions-réponses et je vois beaucoup de choses qui se passent dans notre chat, donc ça, c'est très, très bien. C'est vrai que tu parles assez souvent d'hospitalité comme attitude générale et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que tu fais vivre en dehors justement du cadre de l'hôtellerie. Et je pense que ça rejoint tout à fait ce que tu viens de dire sur justement ce côté profondément humain. L'hospitalité vient de l'émotion, donc une intelligence artificielle, par exemple, ne va pas pouvoir ressentir ces choses-là qui sont tout ce que tu viens de décrire précédemment, aussi les imperfections. Alors même si des imperfections dans l'intelligence artificielle, on en a beaucoup, mais elles sont très très différentes. Elles ne sont pas touchantes comme ce que tu expliquais précédemment. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu fais passer justement cette hospitalité pardon, comme attitude générale d'un précepte à quelque chose qui puisse vivre vraiment dans… Effectivement, l'hospitalité, c'est le nom du secteur d'activité de l'hôtellerie, en anglais. Mais moi, je parle de l'hospitalité comme un élément culturel et même stratégique d'une entreprise. Et c'est dans cette mission-là que s'inscrit la réflexion sur la stratégie. Il y a des entreprises qui sont hospitality natives. L'hôtellerie est hospitalité native, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a toujours reçu du monde, donc c'est par essence l'hospitalité. Le retail est natif en matière d'hospitalité. Par contre, il y a des secteurs qui ne le sont pas du tout, parce que c'est des secteurs industriels. Je disais tout à l'heure que je travaillais pour la pharmacie, on est très très loin de la culture d'hospitalité. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que même dans les entreprises où l'hospitalité est censée être un acquis, et parce que natif, on ne cultive pas l'hospitalité. Et pourquoi ? Parce qu'on s'est arrêté souvent, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, à une vision un peu protocolaire ou de politesse. En fait, on est poli. Mais on prend un exemple. Vous regardez une entreprise qui va se dire qu'on est customer-centrique, donc très tourné vers le client. Donc, par définition, qui devrait être dans une culture d'hospitalité. Et ben, vous allez au siège social de cette entreprise et vous regardez comment est constitué l'accueil, quel accueil on vous réserve, quelles sont les phrases qui vous sont dites, et on va s'apercevoir qu'on va vous demander une pièce d'identité, on va vous demander de justifier quelle personne vous allez voir, on va vous… Voilà, finalement, on va faire le contraire de ce que devrait être l'hospitalité. C'est-à-dire vous accueillir à bras ouverts, vous s'adapter à vous, vous proposer de vous installer, vous proposer de vous créer le confort relationnel et émotionnel, parce que c'est ça l'hospitalité. C'est faire que les gens que l'on reçoit sentent qu'on est content de les recevoir, sentent que même si on arrive à l'improviste, on va tout faire pour qu'ils soient bien et on va créer du confort émotionnel et relationnel. Et vous apercevez que beaucoup d'entreprises, que ce soit dans leur siège social, dans leurs boutiques, dans leurs hôtels, leurs restaurants et même dans leur… finalement, font le contraire de l'hospitalité. Parce que quand j'arrive dans un restaurant, quel que soit ce restaurant, et qu'on me dit bonjour, bienvenue, vous avez une réservation, à quel nom? Vous écrivez ça comment? On se rend bien compte qu'on n'est pas dans l'hospitalité. Et on peut faire l'exemple de la même façon dans une concession automobile, dans une banque ou ailleurs. En fait, on n'est pas là pour faire que la personne se sente bien, parce que si on était là pour faire que la personne se sente bien, au lieu de lui prendre son nom, sa pièce d'identité, qui est un acte qui consiste à prendre, on lui donnerait quelque chose. Et donc, pour moi, c'est vraiment une philosophie, l'hospitalité. C'est une culture d'entreprise qui doit venir du plus haut de l'entreprise et surtout, c'est un axe de différenciation très fort. Le client est capable de voir la différence, y compris avec d'autres secteurs d'activité, la différence de la façon dont il est accueilli dans votre entreprise, la façon dont il est considéré, la façon dont on le met à l'aise, la façon dont on lui crée ce fameux confort émotionnel et relationnel. Et donc voilà, pour moi, c'est un acte d'abord
une vision stratégique, parce que c'est très très compliqué de copier l'hospitalité qui se dégage d'une entreprise. Oui. C'est plus facile de copier ses produits, de copier sa communication, ses dernières innovations. Par contre, si on est vraiment dans une démarche d'hospitalité, on a créé autour de nous une protection naturelle qui va demander des années à notre principal concurrent pour venir essayer de nous contrecarrer. Mais par contre, l'hospitalité, c'est pas du protocole. Il y a du protocole dans l'hospitalité, c'est sûr, mais l'hospitalité se limite pas à du protocole. C'est, là encore, la façon dont je vais le délivrer, la façon dont je vais le faire vivre, les intentions qui se cachent derrière. Reprenons l'exemple de tout à l'heure, si je demande un numéro de chambre, je ne suis pas dans l'hospitalité. Maintenant, si j'accueille ce client, bonjour monsieur, on est ravi de vous accueillir dans notre restaurant. Est-ce que je peux vous demander, par exemple, une table a été préparée à votre nom? Là, ça signifie, est-ce que vous avez une réservation? Sauf que dans un cas, je te prends ton numéro, ta réservation, sous-entendu, si tu n'as pas de réservation, bah, tu rentres pas, même si tu rentres. Alors que si je demande à la personne, est-ce qu'une table a été préparée à votre nom, non seulement la personne va comprendre, elle va dire, ah non, je n'ai pas réservé, c'est pas grave, monsieur, je vais vous accompagner, je vais regarder quelle table je peux vous proposer. Et d'un seul coup, on se dit, bah, on est bien. Donc c'est vraiment, pour moi, l'hospitalité, et ça va se retrouver dans les écrits. Je vous donne un exemple. Si la personne qui répond à une demande par mail, il faut atteindre la fin du mail, qui fait peut-être une dizaine de lignes pour connaître qui est cette personne dans le pied de page. C'est pas la même chose que bonjour monsieur Meyer, je suis Lucie, en charge de la relation client. J'ai pris connaissance de votre requête, nous vous en remercions, et je vais me faire un plaisir de vous apporter la meilleure réponse. Tout à fait. Je me suis présenté au début. Et donc, moi, quand je vais lire ce mail, même si cette Julie, je la connais pas, sauf si peut-être elle a mis sa photo en bas, je vais m'adresser, et j'ai avoir le sentiment de m'adresser à une vraie personne. Alors, vous allez me dire, peut-être que cette Julie, c'est une IA. Mais c'est pour vous donner l'exemple. C'est que l'hospitalité, ça nous change notre façon d'être, de l'accueil de l'entreprise jusqu'au moindre contact avec l'entreprise, mais également dans la façon dont la direction, le comité de direction et toutes les strates de direction agissent. Nous, quand on a travaillé la relation intentionnée dans une vision stratégique auprès d'Air France, on a décliné cette démarche pendant plus de 10 ans auprès de toutes les fonctions. Et je me souviens avoir travaillé avec les assistantes de tous les directeurs pour que cette relation intentionnée, qui est la vision de l'hospitalité d'Air France dans les avions et ailleurs, soit également déclinée lorsque quelqu'un est reçu par un directeur chez Air France. Et donc, ça montre bien que c'est une déclinaison de haut en bas, de façon transverse, un lieu commun et encore une fois, un pilier de la stratégie. Absolument. Non, et je pense que avec ton dernier projet Emotion in Action, je pense que c'est profondément en fait la trace que tu souhaites laisser avec tes collaborateurs, cette prise de conscience. En tous les cas, c'est ça, c'est que se dire en fait, il y a les actes et il y a l'impact, et que finalement, ce qui compte, l'hospitalité, on saura qu'on a été dans l'hospitalité dès lors que c'est ce que ressentiront les personnes qu'on a accueillies. Après, c'est une succession d'actes, mais fait avec des intentions fortes et une volonté de créer du lien, du confort émotionnel et de la relation. Mais c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures. Je crois qu'il y a quelques questions qui Voilà, c'est pour ça. Je vais essayer donc de prendre les questions dans l'ordre pour essayer de voir. Alors, très jolie citation qui nous est donnée par Malao Diagne, qui non, excusez-moi, donc non, c'est le corps qui nous a mis une jolie citation avec soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris, d'Oscar Wilde. C'est vrai que ça c'est absolument magnifique. Et puis alors, donc, je vais essayer de prendre la première question. Alors, Lionel, est-ce que vous pouvez nous en dire plus et faire le lien entre l'humain, les émotions et la mode du storytelling en hôtellerie 5 étoiles? Ça, je pense que c'est vrai que c'est intéressant parce que le storytelling… C'est un concept auquel j'attache beaucoup d'importance et dont je parle assez systématiquement. Pour moi, il faut passer du storytelling au story sharing. Le storytelling, c'est le discours de la marque. C'est celui qu'on va trouver sur les sites, qu'on va trouver partout. Et pendant longtemps, on a demandé aux collaborateurs de raconter cette histoire de marque. Moi, ce que j'ajoute avec ma notion, et
je la défends depuis des années, donc je n'en aurai pas la paternité nécessairement, mais elle m'est très très chère. C'est que l'idée, c'est que cette histoire, elle va avoir encore plus d'impact si j'y mets un petit peu de moi-même, ou en tous les cas, je l'incarne, que ce soit par ma propre expérience ou que ce soit par l'expérience d'un client. Et donc, je pense que justement, si on veut créer de l'émotion, il faut que le collaborateur qui porte le discours de marque ou le discours sur un produit soit en capacité d'y mettre de sa propre sensibilité pour que ce soit un partage. Le storytelling, il y a d'un côté celui qui raconte et de l'autre côté celui qui écoute. Le story sharing, c'est on partage et on invite à la réaction et surtout l'histoire devient commune. Donc voilà, c'est un peu ma réponse à la question. J'espère qu'on a pu répondre à cette question de Nicolas. Merci en tout cas pour la question. Et ensuite, donc, c'est vrai que nous avons un public divers et varié. Et dans ce contexte-là, je pense que la question est très concrète et très intéressante. Alors, je ne sais pas si tu auras des exemples de ta vie professionnelle qui pourront t'amener à répondre à celle-ci. Donc, avez-vous des exemples de dépassement des standards vers l'émotion et la personnalisation en relation B2B, donc business to business? Alors, moi, je crois que l'un des concepts forts, c'est de rendre l'ordinaire extraordinaire. Et en B2B, on est dans une conception d'une relation assez ordinaire, très peu émotionnelle par nature. Et je vais vous donner un exemple, mais imaginez que vous fassiez intervenir un technicien, par exemple, pour réparer une machine à café. Et c'est du vécu parce que j'ai longtemps travaillé pour Nespresso. Déjà, au niveau matériel, on fera la distinction entre tel fournisseur et tel autre fournisseur, peut-être au fait que celui qui va réparer telle machine va peut-être avoir des gants pour manipuler les choses avec plus de précautions. On va aussi observer peut-être la trousse à outils s'il en a besoin ou le matériel qu'il va utiliser, sa propreté, son rangement. On va aussi regarder la façon dont il a garé sa camionnette sur le parking de l'entreprise. Donc en fait, il y a tout un tas. Est-ce que ce sont des standards? Peut-être. Mais en tous les cas, il y a tout un tas de réflexions sur comment sommes-nous perçus dans le B2B et comment on peut upgrader notre relation ordinaire avec des marqueurs un petit peu plus forts. Mais je reprends l'exemple de la machine à café. Il est clair que le technicien qui vient ensuite dire « c'est bon, la machine à café est réparée », ne fait pas la même chose que « madame, messieurs, peut-être qu'on est dans un open space ou à proximité, je viens de réparer la machine à café, désolé pour le désagrément, à qui puis-je préparer un café pour nous faire pardonner ?» Et même tous ceux qui diront non, non, c'est gentil, pas question, ou j'en ai pas envie, auront compris le message. Et alors vous allez me dire, oui, mais si le type il a 25 interventions à faire et qu'il a une demi-journée pour faire ses 25 interventions, jamais il prendra le temps. Et ben c'est là que la stratégie de l'entreprise joue. Parce que ce technicien est un élément fort de la fidélisation. Et donc, à un moment donné, si je lui demande d'être toujours dans la rapidité, dans la fonctionnalité, ben, je me prive d'une formidable occasion de tout simplement enchanter la relation B2B grâce à un technicien qui lui-même va comprendre que son rôle, c'est pas juste de réparer des machines, mais d'incarner la marque et de lui faire comprendre qu'il a un rôle relationnel. Et d'une façon générale, moi, il y a quelque chose auquel j'attache de l'importance dans le service, c'est de quitter un client, notamment quand on intervient dans une chambre d'hôtel ou ailleurs, dans le luxe, en lui demandant « puis-je faire autre chose pour vous ?» Et bien, si on appliquait juste ça dans le B2B, juste ça qui consiste à dire « est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions ? Est-ce que je peux faire autre chose pour vous ?» Et ben, finalement, on ne changerait pas grand-chose. Dans les 3/4 du temps, la personne à qui on pose la question, on dira « non, non, je vous remercie, c'est très gentil », mais on aura déjà justement rendu un peu plus extraordinaire cette relation-là, et on aura permis aux techniciens, dans les cas que je viens de citer, de se valoriser et d'être valorisés. Et donc voilà, c'est un peu ma réponse. Il suffit d'y réfléchir, mais il y a de l'hospitalité, il y a de l'émotion, et il y a cette philosophie de rendre un peu plus extraordinaire l'ordinaire, qui, à mon avis, s'applique parfaitement au B2B. D'accord, très bien, très bien. Merci. Ben, j'espère que nous avons répondu aussi à cette question de Frédéric. Il y avait Hannah qui nous avait posé aussi, qui a émis une réflexion intéressante sur l'adaptation des différents acteurs, que ce soit donc au niveau des opérations, où elle voit
une adaptation plus rapide. Et quant aux managers qui auraient peut-être une adaptation moins rapide à cette évolution donc d'intégration de l'intelligence artificielle, et donc comment faire opérer tout cela dans le milieu des expériences. Et donc, il y avait cette question finale de, à part la formation, qu'est-ce qu'il faudrait le plus alors, attendez, à part la formation, il leur faut plutôt pratiquer, non il y avait cette idée, en fait, de demander s'il fallait peut-être amener plus de pratique, des éléments différenciateurs qui pourraient être plus humains que intelligence artificielle, pour que le management puisse en fait contrebalancer ces deux éléments, côté donc peut-être de la personnalisation due à l'IA et personnalisation due au côté humain. Une chose est certaine, c'est que l'IA est un outil et doit devenir de plus en plus un outil. Aujourd'hui, dans certains secteurs, on sous-emploie l'IA tout simplement parce qu'il y a des données privées de clients et on est un peu craintif quant à les utiliser. Mais il existe aussi des entreprises qui ont créé des modèles fermés où toutes les informations clients sont centrées. Donc, je pense que l'IA doit, et c'est un enjeu majeur aussi pour les entreprises, de faire que leurs collaborateurs s'approprient l'IA comme un outil, manager ou pas. Parce que si on les prive de ça en ayant un dogme qui consiste à dire pas d'IA, alors non seulement on prend du retard en tant qu'entreprise, mais en plus, en termes d'employabilité pour ses collaborateurs, on les prive d'une certaine forme d'avenir professionnel. Donc, on ne peut pas faire l'autruche par rapport à ça. L'IA est là, l'IA va arriver, l'IA va bouleverser les managers, les collaborateurs, la façon de travailler. Par contre, il faut que y ait, et c'est le cas dans beaucoup d'entreprises, moi je travaille avec le Club Med sur ces sujets-là, ils sont très souvent sollicités pour parler de leur façon d'utiliser l'IA, ils ont Club Med GPT, et en fait, c'est ce qu'explique la direction qui est en charge, c'est qu'il faut avoir une gouvernance de l'IA dans une entreprise. Et une gouvernance de l'IA avec des règles de fonctionnement, des limites que l'on se fixe, et notamment se dire qu'on en a besoin dans la relation client, mais jusqu'à où et avec quelle transparence par rapport au client final. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais les managers qui n'utilisent pas l'IA aujourd'hui devront l'utiliser demain. Et c'est du devoir de l'entreprise de leur donner des outils qui intègrent l'IA pour leur faire gagner le temps nécessaire, pour les permettre d'être compétitifs, pour leur permettre aussi peut-être de se concentrer justement et de consacrer plus de temps au terrain. Parce que quand on voit toutes les tâches administratives du management de proximité, le temps qu'il est obligé de passer à faire des plannings, des budgets, des choses comme ça, aujourd'hui, si on arrive à l'équiper d'IA performant, alors on lui laissera le temps et la disponibilité d'esprit pour être plus présent pour le client, plus présent surtout pour le collaborateur, et être dans son rôle de mentor, de coach, d'observateur, et lui permettre aussi de trouver des nouvelles idées et d'innover en matière d'expérience en étant sur le terrain. Tout à fait. J'espère que Hannah aura été aussi satisfaite. Oui, elle le dit, elle est tout à fait en phase aussi. Elle te remercie aussi pour cette réponse. Et il y a Anne-Sophie qui nous donnait aussi une très belle question qui nous demandait en fait, pour vous, quels sont les meilleurs indicateurs, si mesurables, met-elle en parenthèses, d'une expérience émotionnelle réussie? Encore une fois, être le meilleur, être le préféré. Je pense que l'indicateur, c'est le taux de fidélisation et de return guest. Je reprends l'exemple de départ. À l'Eden-Rock, il y a des clients, malgré les prix, qui viennent 3, 4, 5 fois. Je ne parle pas au restaurant, je pars à l'hôtel dans une saison. Donc, le taux de return guest est pour moi un indicateur important. Après, il y a les intentions, si on veut être à plus à chaud, les intentions de réachat, de demander au client effectivement quelle est son intention de revenir. Donc ça peut être. Et puis il y a aussi l'analyse des verbatim. Ce qui est très intéressant avec la plateforme d'expérience, c'est qu'on définit un champ sémantique que l'on aimerait que nos clients, après une expérience, utilisent. Et donc c'est très intéressant ensuite d'aller analyser les verbatim sur les réseaux sociaux,
dans les questionnaires ou les enquêtes que l'on mène auprès des clients, et elles sont nombreuses, et d'aller comparer le champ sémantique utilisé avec le champ sémantique cible que l'on a voulu, et de voir comment ça se rapproche, et au contraire, comment sur certains items, on n'y parvient pas, on n'y arrive pas. Donc effectivement, ce qui est très important dans ce qui est évoqué, c'est que d'abord, c'est du business. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se voiler la face. On ne fait pas tout ça uniquement parce que ça nous fait plaisir. C'est parce qu'on est dans des entreprises et qu'on est en secteur concurrentiel qu'on a des résultats à obtenir. Et ma conviction, c'est que l'expérience client, c'est différenciant, c'est fidélisant, c'est générateur de business additionnel, c'est fidélisant pour les clients, c'est fidélisant aussi pour les collaborateurs. Et donc, à un moment donné, il faut aller chercher du résultat, du retour sur investissement, quali, quanti, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, je pense vraiment que c'est très vertueux, c'est très positif et c'est surtout très, très puissant. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est très, très difficile de copier une expérience client quand elle est humaine. Si elle est digitale, je claque des doigts et une IA va me faire la même chose que mon concurrent et je vais finalement juste cloner ce qui existe déjà. Il n'y a pas d'IA qui est capable de reproduire aujourd'hui, dans un temps record et même dans une longue période, une expérience qui est fondée sur l'humain, sur une culture d'entreprise, sur un management, où tout est mis en cohérence. Et ça, pour moi, c'est donc une vision qui doit être une vision déjà stratégique et donc qui sert des intérêts économiques, mais des intérêts également de responsabilité sociétale, parce qu'on a des clients plus heureux, on a des collaborateurs plus heureux. Et voilà. Et ma conviction, et ça pourrait être le mot de la fin si on se limitait à 12h30. Absolument, je trouve que c'est d'ailleurs un merveilleux mot de la fin. Lionel, merci encore pour ton temps, merci pour toute la passion que tu mets aussi dans tous les propos que tu développes. Désolé pour les quelques questions auxquelles nous n'aurons pas pu encore répondre, mais en tout cas, donc, nous allons à chaque fois nous efforcer de répondre à un maximum de questions et de vous faire participer à tous ces événements. La prochaine fois, on se retrouve un peu plus vite, puisqu'on se retrouvera le 3 décembre. Merci encore, Lionel. On se retrouvera le 3 décembre. Merci. Et on se retrouvera le 3 décembre avec Cyrielle Castelli. On se retrouve un petit peu plus tôt pour justement ne pas empiéter sur la période des fêtes de fin d'année. Et en tout cas, merci à tous. Merci encore Lionel. Et à très, très bientôt. Merci à tous les participants, que ce soit en ligne aujourd'hui pour votre écoute et votre temps. Merci. Merci. À très bientôt.